Vous ne le savez pas, mais vous en possédez tous. Mais de quoi je parle? Les obligations. C'est le marché financier le plus important au monde. Pourtant, vous n'en avez probablement jamais entendu parler. 140 000 milliards de dollars. C'est encore plus élevé que le marché action. C'est même une fois et demie le PIB au niveau mondial. Alors pourquoi Goldman Sachs, JP Morgan et tous les géants de Wall Street ont des départements obligataires gigantesques? Pourquoi votre assureur, pourquoi votre banque, pourquoi votre caisse de retraite place jusqu'à 80% de son argent sur ce marché qui est quasi invisible? Bienvenue dans la vidéo où je vais lever le voile sur un univers méconnu de la finance. L'outil de financement préféré des multinationales. L'arme secrète des fonds de private equity et des entrepreneurs. Une obligation, c'est tout simplement un prêt, donc une dette. Mais si vous achetez une obligation, c'est bien vous qui prêtez de l'argent. Imaginons que vous achetez votre obligation à un prix de 100 €. Alors, on vous remboursera logiquement 100 € plus les intérêts. Mais entre-temps, le prix de votre obligation va varier et peut donc aller au-dessus ou en dessous des 100 € en fonction des taux et d'autres variables. Une obligation a toujours 3 composantes essentielles. Le principal, ou nominal, c'est le montant que vous prêtez, 1000, 100 000, 1 million d'euros. L'échéance, c'est la durée du prêt. Tout comme votre prêt immobilier peut durer 15, 20 ou 25 ans, l'obligation peut durer 5 ans, 10 ans, 50 ans ou même l'infini. Et enfin, le taux d'intérêt qu'on appelle souvent le coupon. Le coupon, c'est votre loyer, car votre obligation comprend 2 éléments de rémunération. Le coupon qui est un loyer certain et le rendement à maturité, c'est-à-dire le coupon plus ou moins la convergence du prix vers 100. Cette convergence du prix signifie que, au cours de sa vie, le prix de votre obligation peut varier plus ou moins 100. Mais que dans tous les cas, si vous aviez prêté 100 €, alors vous serez remboursé de 100 € à l'échéance. Et cet aspect est clé. Il faut absolument que vous compreniez que le rendement représente le risque que vous prenez. Plus il y a de risques que l'on ne vous rembourse pas, plus vous exigez un rendement qui est élevé. Illustrons nos 3 composantes avec un exemple très simple. Vous possédez une obligation dont le principal est de 1000 €, l'échéance est de 3 ans et le coupon est de 5%. En année 0, vous avez acheté l'obligation pour 1000 €. En année 1, vous recevez un coupon de 5% fois 1000 €, soit 50 €. En année 2, c'est la même chose. Et en année 3, c'est encore pareil. Et en plus, vous êtes remboursé des 1000 € de capital que vous avez prêté. Alors, qui émet ces obligations? Qui les achète? Qui les rembourse? Imaginez une entreprise A qui est implantée en France. Cette entreprise veut s'étendre à l'étranger. Ce projet nécessite du financement et l'entreprise va voir sa banque en demandant un prêt de 500 millions d'euros. La banque veut bien accepter de financer une partie, mais elle ne prendra pas la totalité. Elle va prêter 100 millions d'euros au maximum et pour le reste, il faudra trouver une autre source de financement. L'entreprise va donc émettre des obligations. Autrement dit, l'entreprise A va s'adresser au marché financier, c'est-à-dire au monde entier. Elle dira « J'ai besoin de financement, qui veut participer ?» Puisque 400 millions, c'est bien trop élevé pour l'écrasante majorité des prêteurs, une multitude d'investisseurs vont venir acheter ces obligations, en sachant que chacun peut investir un montant différent. Un investisseur, appelons-le Warren, voit cette opportunité, alors il achète pour 100 000 € d'obligations. Un autre investisseur, Charlie, pense que c'est un gros coup, alors il achète pour 500 000 € d'obligations. Donc, vous l'avez compris, ceux qui émettent les obligations, ce sont ceux qui ont besoin de financement. Donc ici, l'entreprise A. Ceux qui achètent les obligations, ce sont les investisseurs. Donc ici, ce sont Warren et notre ami Charlie. Ceux qui remboursent l'obligation, c'est ceux qui ont reçu les fonds. Donc ici, encore une fois, l'entreprise A. À noter que les entreprises émettent des obligations, mais que les États y ont également beaucoup, voire trop recours. C'est la fameuse dette publique dont vous entendez parler toute la journée dans les débats politiques. Quand votre ami vous dit « j'ai une dette envers vous », vous savez qu'il va vous rendre un service en échange de ce que vous avez fait pour lui. Et vous savez, j'espère en tout cas, qu'il va s'y tenir. Car en amitié, une dette, c'est un contrat moral. Mais dans la finance, ce n'est pas pareil. Il n'y a pas d'amitié. Une dette, c'est un pari. Quand votre banque vous accorde un crédit immobilier, en réalité, elle fait un pari que vous arriverez à le rembourser. Quand vous achetez une obligation d'entreprise ou d'un État, vous faites le pari que vous serez remboursé à votre tour. Car le fait d'être remboursé n'est absolument pas garanti. Si l'entreprise A essuie des pertes importantes lors de son expansion en Europe, alors elle ne va pas être capable de rembourser les dettes que Warren et Charlie lui ont accordées. Vous avez là la définition de la faillite d'une entreprise, ne pas pouvoir rembourser ses dettes. Afin de rémunérer ce risque-prix, il existe le coupon ou le taux d'intérêt. Plus c'est risqué, plus vous demanderez un rendement qui va être élevé. Alors, malgré ce risque de non-remboursement, pourquoi dit-on toujours qu'une obligation est moins risquée qu'une action? Eh bien ici encore une fois, il y a 2 raisons. Quand vous possédez une action, vous êtes rémunéré par le dividende. Sauf que verser un dividende, ce n'est absolument pas obligatoire. Par exemple, le groupe du CAC 40 Unibail-Rodamco n'a pas versé de dividendes entre 2020 et 2023. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré utiliser leurs fonds propres afin de rembourser une partie de leur dette existante. Donc vous le comprenez, le dividende n'est pas obligatoire. Par contre, le paiement de l'intérêt,
lui, il l'est. La rémunération de votre investissement est donc garantie. Et la deuxième raison, c'est ce qu'on appelle la seniorité de remboursement. Quand une entreprise fait faillite, elle va tenter de rembourser ceux qui ont un intérêt économique en elle. Les créanciers, ceux qui possèdent de la dette de cette entreprise, seront remboursés en premier. Et ensuite, s'il reste des fonds, alors les actionnaires seront également remboursés. On dit donc que les créanciers sont plus seniors puisqu'ils sont remboursés avant les actionnaires, ils prennent donc moins de risques. Vous l'aurez compris, rendement garanti par les coupons, remboursement prioritaire, les obligations sont en général plus sécurisées que les actions. Cette vidéo vise à vulgariser, donc je vais éviter de rentrer trop dans les détails techniques. D'une manière générale, les coupons et l'échéance d'une obligation sont fixes. Par contre, le prix de l'obligation va varier régulièrement. Encore une fois, ce sont deux grandes composantes qui ont un impact sur le prix des obligations. La première, ce sont les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont les taux fixés par les banques centrales telles que la BCE en Europe ou encore la Fed aux États-Unis. Mais comment les taux d'intérêt peuvent-ils influer sur le prix des obligations? Imaginez une obligation émise en 2025 de maturité 5 ans avec un coupon 2%. L'investisseur achète donc une obligation à 100, remboursée à 100 dans 5 ans avec un coupon annuel de 2%. Ces 2%, c'est le rendement de l'obligation. 2 ans plus tard, l'environnement macroéconomique a changé et les taux croisants sont passés à 5%. Si ce même émetteur venait à réémettre une nouvelle obligation à 3 ans, eh bien le coupon de cette dernière serait évidemment de 5%. Que choisiriez-vous entre deux obligations du même émetteur avec la même maturité, entre une qui donne un coupon de 5 et l'autre qui donne 2%? Eh bien évidemment, vous allez aller sur celle à 5%. Tous ceux qui possèdent des obligations émises en 2025 vont vouloir se procurer des obligations émises en 2027, étant donné que le coupon est évidemment supérieur. Naturellement, puisque la demande pour les obligations de 2025 baisse, le prix baisse aussi. Il y a également une explication qui est plus mathématique. Il n'est pas censé y avoir d'opportunité d'arbitrage entre deux mêmes obligations. Si deux mêmes obligations ont le même émetteur, la même échéance et la même qualité de crédit, la même devise, bref, toutes les caractéristiques sont identiques, alors les rendements à maturité vont être également identiques. Sinon, c'est une anomalie de marché. Le marché va donc ajuster les rendements de l'obligation de 2% à 5%. Et pour ça, pas le choix, il faut que le prix baisse. De combien? Je vais essayer de vous l'expliquer schématiquement. Le prix de l'obligation à 2% doit baisser pour offrir le même rendement que la nouvelle obligation. L'obligation 2027 offre 3% de rendement par an supplémentaire sur le coupon pendant 3 ans. Donc 3% x 3 ans égale 9, donc le prix de l'obligation 2025 doit baisser de 9%. Le rendement sera alors de 2, plus 2, plus 2, plus 9. Tout cela correspond au fait que l'obligation a été achetée à 91, mais sera remboursée à 100 en 2030. Le rendement total est donc de 15. Et ça tombe bien, c'est égal à l'obligation de 2027 qui offre un rendement de 5, plus 5, plus 5, soit 15% grâce au coupon. Vous avez aimé ce petit exercice de pricing d'obligation? Eh bien vous allez être gâté puisque je vais vous donner une autre information. Plus la maturité de l'obligation est lointaine, plus la variation du prix de l'obligation est sensible au mouvement des taux d'intérêt. Donc si nous avons deux obligations émises en 2025 avec un coupon de 2%, la première a une maturité à 2028 et la deuxième a une maturité à 2031. Si les taux venaient à augmenter à 4%, alors les prix de nos deux obligations vont devoir baisser. La première baissera de 2% x 3 ans égale 6%, donc son prix passera de 100 à 94. La deuxième devra baisser de 2% x 6 ans, soit 12%, donc son prix va passer de 100 à 88. Voilà pourquoi les obligations à maturité lointaine sont plus sensibles aux variations de taux. Vous savez désormais comment les taux impactent les prix des obligations. Passons maintenant à la deuxième variable qui impacte les prix, le risque de crédit, aussi appelé le risque de défaut. Le risque de défaut, c'est le risque qu'une entreprise fasse faillite, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus en capacité de rembourser ses dettes. Et vous l'avez compris maintenant, si vous avez une obligation d'une entreprise A et que celle-ci fait faillite, donc ne rembourse pas ses dettes, alors vous perdrez les 100 000 € de capital que vous lui avez prêté. En fait, il n'y a même pas besoin de s'approcher de la faillite pour que le risque de défaut ait un impact. Imaginez une entreprise B, cette fois, qui annonce de très mauvais résultats. Elle ne va pas nécessairement faire faillite, mais cette mauvaise nouvelle augmente son risque. Le marché va pricer ce risque, les agences de notation vont dégrader la note de l'entreprise B. Par conséquent, les investisseurs vont demander un rendement supérieur pour un risque qui est maintenant supérieur. Et comme nous l'avons vu juste avant, qui dit rendement supérieur dit prix inférieur. Si vous souhaitez connaître le risque de défaut, il faut suivre de près l'actualité et les comptes de l'entreprise ou de l'État en question. Pour vous aider, il existe évidemment les agences de notation que vous connaissez tous. Elles s'appellent Standard & Poor's, Moody's ou encore Fitch. Ces agences attribuent des notes en fonction de la qualité de la gestion, de la santé financière, de l'endettement et de la conjoncture économique. Les notes peuvent être un peu compliquées à comprendre, alors je vais vous mettre le tableau juste ici. AAA sont les meilleures notes, donc les plus sécurisées, mais aussi celles qui offrent le moins de rendement, et plus vous descendez,
plus c'est risqué. À ce moment-là, vous posez sans doute deux questions. D'abord, si moi, en tant que particulier, j'ai acheté une obligation, alors qui pourra me proposer de la racheter? Et si j'ai acheté une obligation pour 100 000 euros, pourquoi est-ce qu'on m'offrirait 90 000 ou 110 000 euros pour ce même produit? Qui pourrait me racheter l'obligation que je détiens? Revenons à l'entreprise A qui avait émis pour 400 millions d'euros d'obligations. Vous en avez acheté directement auprès de la banque d'investissement qui agit en intermédiaire pour l'entreprise A. C'est ce qu'on appelle le marché primaire. Vient ensuite le marché secondaire qu'on peut désigner par marché de l'occasion. C'est le marché sur lequel vous allez pouvoir revendre votre obligation de l'entreprise A à d'autres investisseurs. Ces investisseurs peuvent être des particuliers, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des hedge funds. Maintenant, pourquoi ces investisseurs vous proposeraient un autre prix que 100 000 si c'est celui que vous avez payé? Eh bien tout simplement parce que, comme nous venons de le voir, le prix des obligations varie quotidiennement en fonction de l'évolution des taux d'intérêt ainsi que de la perception du risque sur l'émetteur. Entre le moment où vous avez acheté l'obligation et le moment où vous voulez la vendre, ces deux variables ont probablement évolué en votre faveur ou défaveur. Maintenant, vous vous dites sûrement, c'est bien beau tout ça, mais moi, investisseur particulier, comment je fais pour accéder à ce marché de 140 000 milliards de dollars? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Figurez-vous que vous en possédez probablement déjà, sans le savoir. Dans votre assurance vie ou dans votre PER, vous avez tous déjà entendu parler du fameux fonds euro. En général, il y a 80% d'obligations à l'intérieur. Votre assureur prend votre argent et l'investit à 80% en obligations d'État ou d'entreprise. Il vous garantit le capital et vous reverse le rendement après avoir pris sa commission. Imaginons que vous voulez investir directement. Dans ce cas, vous avez trois options. Option 1, les ETF obligataires. C'est la solution la plus simple. Un ETF obligataire, c'est comme un panier qui contient des centaines d'obligations. Vous achetez une part d'ETF à par exemple 50 € et vous possédez instantanément un morceau de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'obligations différentes. Vous en trouverez notamment par thématique, comme les ETF d'obligations souveraines. Ces obligations d'État ont généralement des noms qui comprennent le terme Government Bond. Bref, il y en a un peu pour tous les goûts. Vous pouvez les acheter sur votre compte titre, dans une moindre mesure sur votre PEA, pour certains fonds très spécifiques, et évidemment dans votre assurance vie ou sur votre bon vieux PER. Option 2, les obligations en direct. Vous pouvez décider d'acheter des obligations individuelles lorsqu'elles sont cotées en bourse. La plupart des émetteurs vont demander des tickets d'entrée très élevés à partir de 100 000 €. Alors voici une petite astuce. Certains courtiers proposent d'investir dans plusieurs obligations à partir d'1 €, fragmentant l'obligation. Autrement dit, vous pouvez acheter 1% d'une obligation à 100 000 € pour seulement 1 000 €. Si vous voulez acheter des obligations en direct, il faudra passer par votre CTO ou par votre courtier directement. Option 3, les fonds obligataires. Les fonds obligataires sont plus sophistiqués que les ETF. Ils sont aussi gérés activement par des gérants professionnels. Et vous le devinez, la contrepartie, c'est évidemment qu'ils entraînent des frais de gestion supplémentaires. Toutes les grandes maisons de gestion en proposent, et elles proposent également des fonds datés. Ces fonds vous garantissent un rendement puisque l'obligation sera portée à maturité. D'ailleurs, j'ai fait un Finary Talk avec un gérant obligataire professionnel appelé Thomas Veit. Si vous voulez comprendre comment travaille un pro sur un produit aussi complexe que les obligations, eh bien rendez-vous dans la description pour aller voir ça. Si vous voulez aller encore un peu plus loin et adopter une stratégie d'investissement obligataire, voici quelques-unes qu'utilisent les professionnels. On va pas rentrer dans le détail, mais je vais essayer de vous donner les clés afin que vous compreniez de quoi il s'agit. La couverture, comment se prémunir contre les mouvements de taux. Vous le savez maintenant, quand les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations que vous détenez va baisser. Pour limiter ces pertes, les investisseurs utilisent des stratégies de couverture qu'on appelle aussi le hedging. Première solution, les contrats à terme ou les futurs. Ce sont des produits dérivés ou des accords pour vendre une obligation à une date future à un prix qui est fixé à l'avance. Si les taux montent, le prix de l'obligation baisse, mais le contrat stipule que vous vendrez au prix qui a été convenu. Vous vous êtes donc couvert, hedgé, contre une baisse de la valeur de votre obligation. Deuxième solution, les options sur taux d'intérêt. Ces contrats vous donnent le droit, et non l'obligation, de vendre vos obligations ou de bénéficier d'un mouvement favorable des taux, même si leur valeur baisse. Cette solution est souvent plus onéreuse, mais aussi plus flexible. Troisième solution, les swaps de taux d'intérêt. Si votre taux est variable, vous êtes vulnérable à ces mouvements et il devient donc difficile de faire des prédictions. Vous pouvez alors conclure un swap avec un intermédiaire. Ce dernier va vous verser un taux d'intérêt fixe en échange de votre taux d'intérêt qui est variable. Ladder, en français une échelle, correspond à une approche simple mais efficace pour investir dans les obligations. Plutôt que de mettre tous vos œufs dans le même panier, vous allez répartir vos achats sur des obligations avec des dates d'échéance différentes. Par exemple, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans et 10 ans. Quand la première obligation arrive à échéance, vous réinvestissez le capital dans une nouvelle obligation à 10 ans
et ainsi de suite. Résultat, vous bénéficiez de revenus réguliers, d'une protection contre les variations des taux et d'un portefeuille toujours diversifié. C'est une stratégie qui est pratique, surtout quand les taux bougent beaucoup, car elle permet de lisser les risques et de garder une partie du capital disponible à chaque étape. Si vous investissez en bourse, vous savez que suivre son patrimoine et ses performances peut être compliqué. Finari, c'est l'application que j'ai créée afin de vous donner une vue d'ensemble claire et dynamique de votre patrimoine. Avec Finari, vous pouvez centraliser l'ensemble de vos investissements au même endroit, suivre vos performances ligne par ligne, enveloppe par enveloppe, identifier tous les frais cachés que vous facturent les gentilles banques afin d'optimiser votre performance, et enfin investir directement en crypto-monnaie, en assurance vie ou dans nos produits gestion privée. Inscrivez-vous dès aujourd'hui afin de profiter d'un essai gratuit de 14 jours et découvrir tout le potentiel de votre patrimoine. Le lien est dans la description. En résumé, les obligations qui ne sont pas sans risque possèdent une multitude d'outils que vous pouvez déployer afin de vous couvrir toutes les formes de risques et sortir gagnant dans beaucoup de scénarios. Les solutions que je viens de vous présenter sont très simples et je suis resté en surface. Mais sachez qu'il en existe énormément et que les stratégies peuvent être assez poussées. Si vous souhaitez un épisode 2 dans lequel j'aborde les stratégies plus élaborées avec des exemples chiffrés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous êtes entrepreneur, cette partie va particulièrement vous intéresser. Jusqu'ici, nous avons parlé d'obligations sur les marchés financiers, notamment les marchés secondaires. Tout cela peut paraître très loin de l'économie réelle. Alors je vais vous montrer un outil, une façon très concrète d'utiliser les obligations. Cette stratégie peut vous permettre à vous de financer la croissance de votre entreprise tout en limitant votre dilution, et aux investisseurs de s'assurer des revenus réguliers tout en diluant leurs risques. Et parmi ces outils, il y en a un qui mérite toute votre attention, l'obligation convertible. Une obligation convertible, c'est une obligation qui peut se transformer en action dans le futur. Autrement dit, l'investisseur prête de l'argent aujourd'hui, et si la boîte cartonne, il pourra demander à transformer ce prêt en action de l'entreprise. Cette solution est très utilisée par les startups, notamment lorsqu'elles veulent limiter la dilution ou lorsqu'elles ont du mal à trouver des financements. Comme d'habitude, prenons un exemple pour illustrer tout cela. Un investisseur prête 500 000 € à une société via des obligations convertibles, des OC, rémunérées par un coupon de 3% en 2025. À ce moment-là, la société est valorisée à 1 million d'euros post-monnaie, c'est-à-dire après l'apport du nouveau cash. En 2027, elle fait une nouvelle levée de fonds. Sur les années 2025 et 2026, l'investisseur aura été rémunéré par le coupon de l'obligation. Il aura donc perçu 500 000 € x 3% x 2, soit 30 000 €. Puis en 2027, lors de la levée de fonds qui valorise la société post-monnaie à 5 millions d'euros, il pourra convertir son obligation en action. Si chaque action est valorisée à 1 000 €, alors l'investisseur recevra 625 actions. Pourquoi 625 et pas 500 ? Eh bien parce qu'il doit être récompensé pour avoir cru dans la société, et ce, dès 2025. Il a donc le droit à un rabais ou un discount de 20%. Ce rabais, qui est en fait une décote, c'est ce que l'on appelle la valorisation de conversion, et elle doit être prévue dès l'émission des obligations. Elle permet au prêteur obligataire, l'investisseur donc, de dégager une plus-value significative si l'événement de conversion, la levée de fonds dans notre cas, se réalise. Et c'est là tout l'intérêt de l'OC pour l'investisseur. Si cette valorisation de conversion n'était pas fixée dès le début, via une décote proportionnelle, un prix fixé ou autre, le prêteur obligataire n'aurait aucun intérêt à convertir son obligation. La valeur des actions obtenues représenterait la même valeur que celle des obligations initiales. Donc, aucun intérêt à convertir. Alors qu'avec une décote prévue de 20%, chaque action vaut 1 000 €, mais il peut les acquérir pour 800 €. Ces 500 000 € d'obligations divisés par 800, qui correspond au prix des actions avec la décote, lui donnent donc 625 actions. Il termine donc avec un montant total représentant 625 000 plus 30 000, soit 655 000 €. Et oui, il bénéficie des 30 000 € de coupons, rémunération des obligations, et de 625 actions valant chacune 1 000 €. Magique, non ? C'est très avantageux pour l'investisseur, mais aussi pour l'entreprise en réalité. Voyons ce qui vient de se passer de l'autre côté de la table, du côté de la société. Si elle avait reçu les 500 000 € en 2025 sous forme d'achat d'actions et non d'obligations, alors avec une valorisation à 1 million d'euros post-monnaie, l'investisseur lui aurait pris 50% du capital. Mais grâce à l'émission d'OC, aucune dilution n'a eu lieu en 2025. Ce n'est que lors de la levée de fonds de 2027 que l'investisseur prend du capital et il ne prend que 10% cette fois. Enfin, en réalité, 12,5% en prenant en compte la décote. Le fait de repousser la levée de fonds a permis aux fondateurs de moins se diluer en augmentant la valorisation. Un autre avantage, c'est que la société n'a pas à se survaloriser trop tôt, ce qui peut porter préjudice dans son développement. Car oui, n'oubliez pas que la valorisation d'aujourd'hui est intéressante, mais ce qui compte, c'est là où la société ira demain. Et si la barre a été mise trop haute, cela peut être très difficile et donc mettre la société en difficulté. En effet, une valorisation trop importante aujourd'hui pourrait empêcher d'autres investisseurs demain d'investir, car les perspectives de croissance ne seraient
serait pas assez importante. Si le sujet des valorisations des startups est plutôt flou pour vous, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo dédiée au sujet. Donc, pour résumer le point de vue de la société, elle a pu financer sa croissance en 2025 sans se survaloriser et elle a pu éviter de trop se diluer en 2027. Maintenant, retournons du côté de l'investisseur. Cet investisseur est probablement un fonds de venture capital qui est une sous-catégorie du private equity. Voici leur fonctionnement. De nombreux investisseurs leur confient de l'argent qu'ils vont ensuite déployer. Grâce aux plus-values générées sur ces placements, le fonds peut se rémunérer. Il va rendre aussi de l'argent évidemment à ses investisseurs avec des plus-values. Il y a également d'autres types de fonds qui font ce qu'on appelle des LBO. Ils vont racheter la société en l'endettant. Et pour ce faire, ils vont souvent utiliser des obligations. Si on revient à notre exemple, un fonds qui aurait investi 500 000 € en actions dès 2025 aurait pris un très gros risque. Il aurait pu tout perdre dans l'année qui suit, comme cela arrive souvent, surtout avec des startups. Mais avec l'OC, il obtient le meilleur des deux mondes. Si la société réussit, la valeur de ses actions peut exploser. Et si ça échoue, il garde au moins une créance en plus de s'assurer du versement des coupons. Et comme vous le savez maintenant, il bénéficie d'une meilleure seniorité pour le remboursement du capital qu'il a prêté. Bien entendu, tout cela s'applique uniquement tant que la société ne fait pas faillite. De la même manière qu'un particulier investit dans des actions pour générer du rendement et dans des obligations pour limiter ses risques, les fonds investissent dans des OC pour limiter leurs risques. Et ils font des LBO pour générer beaucoup de rendement. Car oui, les fonds de private equity sont des machines fabriquées des milliardaires. Et si cela vous intéresse de savoir pourquoi et comment, faites-le moi savoir et je vous préparerai une vidéo dédiée au private equity. Concluons sur les obligations convertibles. Lors d'une recherche de financement, le choix entre vendre des actions ou faire une OC n'est jamais un simple choix juridique ou d'opportunité. C'est une décision qui est stratégique. Elle peut vous faire gagner, perdre 10 à 20% du capital, mais elle peut aussi vous faire couler votre boîte. Pour un investisseur, c'est aussi la différence entre un rendement garanti et un risque total. Et pour le fondateur, enfin, c'est la différence entre rester maître à bord et subir sa série A pour planter sa boîte. Avant de lever des millions d'euros, pensez à poser les chiffres, simuler les scénarios et surtout, n'oubliez pas les obligations convertibles.